notion de consubstantialité, excusez-moi, c'est un mot un peu catholique que j'utilise, mais c'est pour indiquer qu'il y a, comment dire, un intérêt, une relation très importante. Donc, vous l'aurez compris, hein, les deux piliers, sans parler de clash de civilisation, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, les deux piliers sont les piliers où on a d'une part les États-Unis qui soutiennent le bloc des pays sunnites, et d'autre part la Russie qui, en quelque sorte, est l'inspiratrice d'une politique de défense qui est articulée sur le terrain par l'action des chiites. Donc on va revenir bien entendu sur les deux piliers dans les détails parce qu'il y a plusieurs acteurs qui s'inscrivent soit dans l'un soit dans l'autre, et donc on va décrire un petit peu quel est leur rôle. Je vous dirais tout simplement que c'est une dualité, celle-ci, qui renvoie, bien entendu, à un débat beaucoup plus large, beaucoup plus important, qui a caractérisé l'histoire de relations entre l'Europe, en tout cas entre l'Occident et le monde arabe, et c'est la tension qui existe entre le monde arabe et la modernité. Donc, vous savez qu'au XIXe siècle, c'est l'époque des Tanzimat, donc la déstructuration en quelque sorte de l'Empire ottoman et la réorganisation administrative de cet empire sous la pression des Européens. À cette époque-là, la pensée arabe commence pour la première fois à se structurer par rapport à l'idéal de modernité. Nous avons de penseurs des très importants et éminents musulmans de l'époque, les réformateurs, les muslihs. Donc les muslihs, c'était Jamal Abdin al-Afghani, que vous connaissez, qui menait une critique acharnée à la fois contre le despotisme du sultan ottoman et du Shah de Perse, et qui avait une position plutôt très claire par rapport à la modernité, c'est-à-dire qu'il stigmatisait justement la limitation coupable des institutions occidentales. Donc sa voix, c'était de dire que, son idée, c'était de dire que le monde arabe n'aurait pas dû, adopter les institutions occidentales. Son élève Mohamed Abdou, lui-même recteur de l'université Al-Azhar au Caire, avait des positions absolument semblables. Donc je suis en train de vous parler des gentils, des gens qui en quelque sorte, oui, font une critique par rapport à la modernité, mais qui ne sont pas encore, on ne peut pas encore le ranger dans la catégorie des méchants. Parce que les méchants, ils apparaissent au XXe siècle, en 1920, lorsque la confrérie des frères musulmans est fondée, et donc un certain Hassan al-Banna commence en s'inspirant de anciens pieux, al-Salih al-Salaf, donc l'exemple des anciens pieux, qui commence, à développer un idéal d'islam qu'aujourd'hui on appelle l'islam politique. Je crois que cette définition ne rend pas du tout l'idée de ce qu'il s'agit. En tout cas, Rachid Rida, en 1925, articule cet idéal, et là on est vraiment au cœur, si vous voulez, de la pensée des frères musulmans, parce que le cœur de la pensée des frères musulmans, c'est le retour au califat. Donc le publiciste Rachid Rida, il était absolument contraire à tout ce que l'Occident, les Juifs, les francs-maçons, soit Kamal Atatürk avait fait, c'est-à-dire l'abolition du califat en 1925. Il est curieux de remarquer que toutes les organisations terroristes aujourd'hui se réclament donc de cet idéal. Donc à la base, la première revendication, la chose la plus importante, le programme à la fois minimaliste et maximaliste de tout islamiste dans le monde entier, c'est le retour au califat. C'est ce qui nous relie en quelque sorte à ce qui s'est passé il y a 5 ans en Égypte, lorsque on a à travers le monde entendu parler de ce qu'on a appelé les révoltes arabes, les révolutions arabes. En fait, les révolutions arabes ont été très vite, malheureusement, expropriées. Ces acteurs qui étaient des libéraux, des gens ouverts au concept de la modernité, ont été confisqués de leur propre lutte au profit de, justement, ces frères musulmans. Donc, le retour des frères musulmans en Égypte, depuis qu'ils avaient été bannis à l'époque de, me semble, Sadat, est un point de clivage fondamental pour la science politique. Pourquoi ? Parce que ça marque le retour à la résurgence à travers le monde arabe de toute une série d'organisations qui se réclament donc de ces anciens pieux, de ces personnalités
qui voulait l'établissement d'un islam politique et extrémiste. Et là, effectivement, nous avons des pays comme la Syrie et l'Irak, où ces partis directement issus de la mouvance wahhabite, salafite, des frères musulmans, arrivent à s'organiser de manière politique et posent l'enjeu au pouvoir pose un enjeu sérieux au pouvoir de ces États. La deuxième raison pour laquelle je vous parle de ces piliers, c'est le fait que depuis la fois dernière où j'ai eu l'honneur de participer à une conférence ici sur un sujet très similaire, il y a très peu de choses qui sont passées, donc je m'en tiens à mon analyse de l'époque. J'ai listé ici dans un listing pas exhaustif, les principales nouveautés. Donc je vous les lis. Les villages le long du fleuve Khabour ont été évacués. Heureusement, donc l'organisation de l'État islamique a été chassée par les chrétiens de cette vallée. L'organisation de l'État islamique a été évacuée aussi de la ville de Tikrit. En revanche, la même organisation islamique a capturé les villes de Palmyre et de Ramadi. Ensuite, ils ont pu capturer des positions stratégiques le long de la vallée de l'Euphrate qui relie notamment la Syrie à l'Irak, ce qui consiste à une des stratégies principales, des enjeux principaux du pouvoir de l'État islamique, relier les deux pays. Les combats se poursuivent le long du Kalaoun. Le Kalaoun, c'est le flanc oriental de l'anti-Liban, donc à l'ouest de la ville de Damas, entre Jabhat al-Nusra et le Hezbollah qui a sécurisé les frontières libanaises, je vous le rappelle. Quoique je suis loin d'être un partisan de Hezbollah, ça c'est clair. Et enfin, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que l'organisation de l'État islamique aujourd'hui occupe sur le territoire irakien pratiquement la totalité de la surface qui historiquement était occupée par les sunnites. Donc aujourd'hui, hormis les territoires chiites et la capitale Bagdad, l'entièreté des territoires irakiens et sunnites sont sous le coup de l'État islamique. Donc, comme je vous disais, je m'en tiens à mon analyse d'il y a 2 mois, avec les 3 clivages sunnite, chiite, minorité, majorité, laïque, religieux. Analyse que j'avais développée justement à la lumière de la théorie de Steinrock qui parle de l'importance de ne pas considérer des faits isolés dans l'analyse politique, mais plutôt de permettre un enchevêtrement, on va dire, des différents facteurs et des différents clivages qui peuvent nous donner une image beaucoup plus globale de la réalité. Et donc, à ce sujet, on ne peut que remarquer que le véritable clivage, je vous ai parlé de plusieurs clivages, mais le véritable clivage finalement qui nous permet de comprendre cette situation pilarisée avec 2 piliers opposés, c'est le fameux clivage développementaliste, culturaliste. Qui sont les développementalistes? Les développementalistes sont les occidentaux, parce qu'ils ont un concept de développement qui est lié à la performance économique, à l'avancement de l'état de la recherche, à l'application de systèmes politiques de type démocratique. Par contre, ce développementalisme se oppose en Irak, mais aussi en Syrie, un certain culturalisme. Le culturalisme, voilà, c'est absolument à l'opposé. Donc là, le culturalisme, en l'occurrence, c'est l'attitude islamiste, tout simplement. Chacun de ces 2 courants a des écueils. L'écueil de développementaliste, c'est précisément le fait de penser que tout le monde doit nécessairement adopter la vision occidentale et que l'idéologie occidentale de la démocratie est tout simplement la meilleure, et la question de savoir si les autres vont l'adopter est une question qui est éminemment liée à leur développement. L'écueil par contre des culturalistes, en l'occurrence les islamistes de l'État islamique et de la galaxie de Al-Qaïda, est celui de tout simplement formuler une critique totale de tout ce que les développementalistes disent, sans pourtant en énoncer le contenu.
En ce qui concerne les piliers dont je vous ai parlé, ah voilà, encore une chose, c'est juste quelque chose, une impression que j'ai, c'est que la guerre en Syrie ressemble de manière assez étrange à la guerre civile libanaise. J'avais ce sentiment quand je vivais au Liban. J'ai un petit peu travaillé le sujet, je me rends compte qu'effectivement, le système politique du Moyen-Orient a atteint un degré de complexité interne tel que, effectivement, les relations entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux, d'où